Jamais l'habitude. Bien, nous allons reprendre les travaux là où nous les avons laissés. Donc, nous allons à présent passer à une nouvelle table ronde, entre guillemets, au cours de laquelle le professeur Mérabé va d'abord nous entretenir du sujet suivant, à savoir l'articulation normative des instruments de droit de l'Union relatifs au numérique. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci Vincent, merci Mouna pour votre amicale invitation. Merci Ludovic, même s'il n'est plus là. Alors, je vais donc traiter d'un sujet qui ne tient pas à proprement parler à la régulation ou à l'interrégulation. C'est un peu le préquel, puisque je vais parler des réglementations européennes qui donnent lieu à régulation et interrégulation. Et on va constater que c'est déjà très difficile de s'y retrouver quand on est simplement sur les aspects législatifs, et que donc ça le sera d'autant plus, j'imagine, quand on sera sur les aspects de régulation et d'interrégulation. Moi, j'aurai fini mon intervention et je laisserai ça aux autres. Alors, je vais commencer par une petite énumération qui va permettre de prendre conscience de la difficulté à laquelle nous confronte le sujet. Alors, j'ai le règlement 2022-2065, le marché unique des services numériques, le DSA, le règlement 2022-1925, le marché contestable et équitable dans le secteur numérique, le règlement 2024-1689 sur les règles harmonisées sur l'intelligence artificielle, le règlement 2024-2847, les exigences horizontales de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, le règlement 2022-868, la gouvernance des données, le règlement 2023-2854, l'accès et l'utilisation équitable des données, le règlement 2024-903, l'interopérabilité du secteur public, le règlement 2024-1083, la liberté des médias. C'est pénible, mais j'ai pas fini. La directive 2016-1148, sécurité des réseaux et de l'information, NIS 1, qui a laissé place à la directive 2022-2555, la directive NIS 2, ou encore le règlement 2024-1183, l'identité numérique européenne. J'ai dénombré à peu près 42 actes, directives et règlements au cours des 10 dernières années en matière numérique, ce qui fait approximativement, d'après ChatGPT, 2200 à 2300 pages de réglementation. C'est donc pénible de subir cette énumération que j'arrête, parce que j'aurais pu continuer à peu près pendant les 20 minutes, 25 minutes qui me sont imparties, et c'est encore plus pénible de devoir les lire, et puis de devoir les comprendre, et ensuite d'essayer de les articuler. Et donc, l'objectif de cette intervention, c'est de voir quelles sont les difficultés qui vont naître à raison de la profusion de normes en matière numérique, et puis la manière dont éventuellement la régulation, ça pourrait être le moyen d'arbitrer ces conflits, de faciliter les choses, ou, si on n'est pas optimiste, ou alors qu'on a déjà fait du droit de la régulation et qu'on a constaté l'appétence des autorités de régulation pour la production de droits souples, un risque de complexification supplémentaire. Alors, si on essaie de mettre un peu d'ordre dans les différentes réglementations que j'ai évoquées, ça peut donner ce tableau, à nouveau produit par ChatGPT, dont j'ai pris le temps de vérifier que les informations étaient exactes. Et donc, on a des grands thèmes qui se dessinent, qu'on soit sur les données personnelles, la cybersécurité, la communication électronique, les plateformes et les contenus, la consommation et les contrats numériques qui, indirectement, va concerner ces activités. Et le problème, c'est que en particulier, presque toutes ces règles se cumulent, plus ou moins, et donc peuvent se retrouver à s'appliquer simultanément, 5, 6, 7, 8 règlements, certains plus importants que d'autres, certains que je connais, d'autres dont je ne connais pas l'existence ou que j'ai découvert rapidement en faisant mon petit travail de recension. Ce qui donc va nous confronter à des difficultés qui sont particulièrement importantes. Ce qui a donné lieu à ce sujet à un rapport du Sénat en décembre 2024 qui s'intitulait la dérive normative de l'Union européenne et qui dénonçait l'excès de réglementation. Alors on peut avoir deux perceptions du sujet selon qu'on soit plus ou moins optimiste. Si on est optimiste, on peut relever le volontarisme de l'Union européenne qui se saisit de l'ensemble de ces sujets, qui souvent le fait de manière avant-gardiste et qui inspire le reste du monde. Ou alors on peut avoir une vision plus pessimiste où on va constater une profusion, voire une confusion de réglementation. Alors, c'est particulièrement pénible quand on doit lire l'ensemble de ces textes. Et évidemment, je ne l'ai pas fait. De sorte que les analyses que je vais tirer, elles auront déjà une portée qui sera limitée, puisque je vais essentiellement articuler ma démonstration autour de trois textes, le Digital Services Act, le règlement sur l'intelligence artificielle et le RGPD. Alors pour le coup, ce sont trois textes que j'ai lus in extenso, mais pour tout vous dire, même après avoir lu les trois textes entièrement, je ne peux pas spontanément identifier les risques de superposition, les risques de contradiction potentielle, parce que
Une fois que j'ai fini de lire le texte, j'en ai déjà oublié une partie, parce que je ne me rappelle pas de tout, parce que je n'ai pas tout compris non plus à première lecture. Et puis, comme le texte n'est pas autosuffisant, parce que souvent il renvoie à des actes délégués qui seront adoptés ultérieurement, là encore, ça me donne une vision qui est très parcellaire. Ce qui donc, d'un point de vue méthodologique, pose des difficultés, puisque ça me conduit à supposer qu'il puisse y avoir des risques de contradiction ou de superposition, mais je ne peux pas en être certain. Ce qui déjà est un très gros problème, parce que moi, en tant qu'observateur du droit du numérique, sans avoir même maintenant la prétention de dire que je suis spécialiste de la matière, parce que ça dépasse l'entendement humain et je pense que personne n'a de visibilité suffisante, donc ça conduirait à des hyper-spécialisations en droit du numérique, eh bien, il est très difficile de porter un constat sur ce genre de choses. Peut-être qu'au sein des autorités, ou à la commission, ou au conseil, ou au parlement, il y a quelqu'un qui a la visibilité suffisante sur l'ensemble des textes, mais même là, j'en doute, de sorte que ça conduit nécessairement à avoir des pressentiments que l'on ne peut pas nécessairement aller vérifier et éprouver. Pour essayer de mettre en exergue d'abord les difficultés juridiques matérielles que ça va susciter, puis ensuite les pistes de solutions, d'articulation qu'on pourra envisager, je vous propose d'imaginer un cas relativement simple qui va me permettre de manière assez utilitariste, de limiter le champ de mon étude à plusieurs textes que je maîtrise, l'hypothèse d'une personne qui entend commercialiser un système d'intelligence artificielle nécessaire à la modération automatisée de contenu sur des plateformes, et qui donc spontanément se retrouve à devoir respecter le Digital Services Act, le règlement sur l'intelligence artificielle et le RGPD, mais en fait, il y en a encore d'autres. Il doit y avoir des règlements en matière de cybersécurité, etc. Là, il y a le DMA, mais ça, c'est une erreur, puisque je ne vais pas du tout l'aborder, parce que c'est un texte que je n'ai pas lu. Donc, on se retrouve à avoir un seul et même débiteur qui va devoir respecter des obligations qui sont particulièrement nombreuses, qui potentiellement sont contradictoires. Alors, il n'y a pas que le risque de contradiction qui doit être mis en avant. L'idée, ça va être d'envisager si l'effet utile de ces textes peut être préservé lorsqu'ils sont cumulés et que naît un certain nombre d'incertitudes autour de leur mise en œuvre. Alors, vous l'aurez compris, je suis un peu sceptique, pas forcément très convaincu par la multiplication des réglementations. Pour autant, je suis spontanément plutôt favorable à l'encadrement. Quand j'ai rédigé ma thèse sur l'intelligence artificielle en 2017, j'étais très favorable à ce qu'on adopte des règles contraignantes parce que ça me semblait déterminant. C'est pas tant donc le principe même d'adopter des réglementations qui me pose problème, c'est plutôt la méthode, la taille des textes, la complexité de ceux-ci. Alors j'ai bien conscience qu'il y a un certain nombre de données qui m'échappent et que pour qu'ils soient opérants, pour que les opérateurs privés puissent les mettre en œuvre, ils doivent être précis, mais ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Je ne voulais pas être ce genre de personne qui, par exemple, va comparer un code du travail de 1995 et de 2025 en expliquant que c'est bien la preuve qu'il y a une inflation législative et que ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est un sophisme. Mais, alors pour le coup, sur ce sujet, pour les aspects que je maîtrise, je pense qu'on a quand même des difficultés matérielles nées de la taille de ces textes, de leur complexité et ensuite de leur articulation. Donc, ce cas que j'ai présenté, il va me servir un peu d'élément de démonstration tout au long de cette présentation. Donc, lorsque on est dans cette situation, cette personne qui veut concevoir son système, il se retrouve à raison de l'application de 3 textes, même s'il y en a encore d'autres qui lui sont applicables, avec une superposition de qualification qui appelle également une superposition d'obligations. Il est donc tout à la fois fournisseur au sens du règlement sur l'IA, mais aussi déployeur ou potentiellement déployeur. Il est hébergeur, mais c'est également une plateforme ou une très grande plateforme. C'est un responsable de traitement ou éventuellement un sous-traitant. Ce qui donc va conduire à multiplier les obligations des 3 textes qui s'appliquent cumulativement, la diversité des données d'entraînement au regard du RGPD, du règlement sur l'IA et l'obligation de minimisation au regard du RGPD, les obligations de transparence qui vont s'appliquer concernant les mesures de modération ou la conception des outils d'IA, mais en même temps les obligations de confidentialité ou de préservation des données personnelles dans certains cas, l'obligation de constituer des registres pour documenter les opérations qui sont réalisées par des systèmes d'IA et en même temps la limitation de la durée de conservation des données. Alors à ce stade, on peut percevoir des chevauchements, ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas de principe de solution, soit dans les textes, soit dans les règles d'interprétation. L'idée, c'est de voir si j'arrive à identifier des éléments qui vont permettre de dissiper ces incertitudes ou si, malgré les efforts qu'on pourrait mettre en œuvre, vont demeurer un certain nombre d'incertitudes dans la mise en œuvre de ces textes. Alors là, un tableau comparatif, parce que même si je me limite à 3 textes, c'est encore très compliqué de réussir à comparer l'ensemble de ces éléments. Donc j'ai simplement prévu faire un focus sur certaines types d'obligations particulières. Et donc, l'idée ici, c'est pas de mettre en exergue nécessairement des contradictions, mais potentiellement plutôt
des points d'achoppement qui pourraient nuire à l'efficacité du texte. Si je prends par exemple le premier élément sur l'information des utilisateurs, il y a des obligations, des règles, donc plusieurs règlements qui s'appliquent sur ce sujet. Il n'y a pas nécessairement de contradiction. Il est sans doute possible de pouvoir toutes les concilier seulement à la lecture des textes. En revanche, se pose la question de l'effet utile de l'information, parce que ça va quand même conduire à une multiplication des obligations d'information extrêmement lourdes. Pour l'opérateur, les respecter, ce sera pas bien compliqué une fois qu'il aura effectué son travail de conformité. En revanche, pour celui qui les reçoit, le consommateur, l'utilisateur du système, eh bien, on se retrouve avec une inflation d'informations. Et de la même manière qu'on a identifié en droit de la consommation que le formalisme informatif, ça pouvait se faire en fait au détriment de l'intégrité du consentement, parce que plus il y a d'informations, moins j'en prends connaissance. De la même manière, ici, au-delà d'un risque de contradiction, j'ai un risque potentiel de profusion d'informations, ce qui va nuire à l'effet utile du texte. Si l'objectif c'était d'assurer une information claire et intelligible, eh bien, potentiellement, le cumul de l'ensemble de ces obligations pourrait nuire à cet objectif. Ensuite, concernant le troisième et quatrième aspect, partage des données, durée de conservation, cette fois-ci, on a des risques de contradiction potentiels entre les finalités qui sont poursuivies par chacun des textes. Restera donc éventuellement à rechercher un moyen de les hiérarchiser ou de trouver à l'intérieur des textes des mécanismes de renvoi qui pourraient éclairer les débiteurs de ces obligations pour leur faciliter la tâche. Concernant ensuite les obligations de conformité, là encore, il y en a dans à peu près tous les textes, puisque c'est devenu la principale méthode d'encadrement du numérique à présent. Et là, la difficulté, c'est au-delà des risques de contradiction, simplement une charge très lourde qui pèse sur les opérateurs. L'intérêt d'identifier des débiteurs de la norme, non pas de manière générale, mais en les distinguant selon leur poids, par exemple avec les très grandes plateformes, ça permet quand même de ventiler les obligations pour s'assurer que les plus lourdes ne pèsent que sur certains. Là encore, j'étais pas spontanément celui qui avait le plus tendance à plaindre les géants du numérique qui devaient respecter des obligations, mais je peux quand même entendre, après avoir discuté avec des juristes de certains de ces entreprises, que eux-mêmes, avec toute la bonne foi du monde, ont parfois du mal à identifier clairement comment ils vont devoir se conformer à l'ensemble de leurs obligations, sachant qu'à ce stade, je n'en suis que sur les règlements et les directives, et je n'en suis pas ensuite sur les lignes directrices et l'ensemble des actes délégués qui vont venir préciser la manière dont ils vont devoir respecter leurs obligations. Ensuite, pour ce qui est de la régulation, je laisserai les débats pour le reste de la journée. Je ne suis pas toujours très convaincu sur la manière d'expliquer à un débiteur de la règle qu'il peut respecter telle méthode pour pouvoir se conformer à son obligation, mais c'est souple, donc il n'est pas obligé de le faire, mais que s'il ne le fait pas, puisque je suis une autorité qui en plus a un pouvoir de sanction, il est possible que ça aille à l'encontre de ma doctrine et que donc je considère qu'il ne s'est pas valablement conformé à celle-ci. Donc encore une fois, là, quand j'étais sur mes 2200, 2300 pages, j'étais que sur les directives et les règlements, j'étais pas sur tout ce qui allait ensuite être produit par les autorités de régulation qui devaient les mettre en œuvre. Alors, maintenant, on va essayer de trouver des éventuels indices pour pouvoir essayer de faciliter l'interaction de ces différentes règles. Là, je reviens sur des éléments qui ont été abordés par M. Sidbon, en essayant de rechercher dans les textes si il y a des éléments qui vont permettre de faciliter leur articulation. Vous voyez, l'image, c'est parce que je voulais donner une impression de chaos, et donc ça permettait de mettre en exergue l'incertitude et l'incompréhension qui résultent de la lecture des textes. Donc, on a ces formules sans préjudice d'eux, qu'on retrouve à plusieurs égards. Dans le règlement sur les services numériques, dans le considérant 68, il nous est dit que le présent règlement concernant la fourniture d'informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes du règlement 2016-679. Le considérant 97, à cet égard, sans préjudice de la directive 2016-943 du Parlement européen et du Conseil. On a également la même chose dans l'article 30 du règlement, sans préjudice de l'article 4 du règlement 2019-1150. Alors, le principe veut que, en plus, si vous lisez le texte et que vous devez fonctionner par renvoi pour comprendre quel est le sens de la disposition, vous allez passer votre temps à aller consulter un autre règlement. Et comme on précise ici la disposition, au moins je sais que je vais aller lire l'article 4 du règlement de 2019-1150, mais quand on me dit sans préjudice de tel règlement, à moi d'aller lire l'intégralité du règlement pour essayer d'identifier potentiellement comment je vais les articuler. Dans le règlement sur l'intelligence artificielle, on a la même méthode, considérant numéro 11. Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires des services intermédiaires prévus dans le règlement 2022-2065. Et on retrouve, je ne vais pas vous en faire la lecture, mais à plusieurs reprises, cette même mention qui est utilisée. À ce stade, elle ne me dit pas exactement la manière dont je vais devoir articuler les différents textes. Je sais que ça ne prime pas sur les autres et que les autres textes doivent trouver à s'appliquer.
très bien. Puisque on est sur un effet horizontal, puisqu'ils ont à peu près tous la même valeur, eh bien, je n'ai pas de difficulté avec cela, mais reste encore à déterminer, lorsque j'ai deux obligations dont je ne suis pas certain de pouvoir les cumuler, la manière dont je vais devoir m'y prendre. Donc ces indices textuels qu'on retrouve ne sont vraisemblablement pas suffisants pour pouvoir articuler l'ensemble des obligations qui en résultent. Parfois, on pourrait identifier d'autres indices textuels, notamment la méthode des renvois. Si on lit, par exemple, la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, mise à jour pour traiter des aspects d'intelligence artificielle, comme elle renvoie expressément aux définitions qui sont abordées dans le règlement sur l'intelligence artificielle, j'en comprends donc qu'elle se lie à l'aune du règlement sur l'intelligence artificielle. Et donc là, ça pose pas de difficulté. Si l'idée, c'est simplement d'aller mobiliser les qualifications qui sont proposées par un autre texte, ça me facilite les choses. En revanche, lorsqu'on est sur le terrain des obligations, c'est un peu plus difficile. Soit parce que je ne sais pas exactement ce que signifie cette formule sans préjudice d'eux, soit, même si je la comprends, parce que à charge pour le débiteur de la norme de devoir aller lui-même consulter l'ensemble du règlement pour connaître l'état de ses obligations. Le principe d'intelligibilité du droit n'est pas assuré, me semble-t-il, dans ces conditions. Alors maintenant, je vais aborder rapidement, parce qu'elles ont été traitées un peu ce matin, les différentes méthodes d'interprétation et d'articulation des normes qui pourraient être envisagées. Est-ce que j'ai des règles relativement simples à mettre en œuvre d'articulation qui vont me permettre de savoir comment j'articule mes différents textes ? Alors, on va voir qu'il y a certaines méthodes qui sont absolument certaines et dont vont nous accorder un certain nombre de certitudes sur la manière dont je dois mobiliser les textes. D'autres qui, en revanche, comme elles semblent alternatives selon la manière dont la Cour de justice a l'intention de les mettre en œuvre, eh bien, soit j'ai un arrêt qui m'explique clairement que tel texte s'articule de telle manière avec tel autre, soit j'essaye de déduire la manière dont elle décidera d'articuler à une occasion particulière la mise en œuvre de ceci. Donc, ces méthodes d'interprétation, elles peuvent être soit à l'initiative de la Cour de justice, notamment lorsqu'il y a des questions préjudicielles qui lui sont adressées, ou des autorités de régulation elles-mêmes, et notamment des autorités européennes, comme celle qui réunit les autorités en matière de données personnelles, ou par exemple l'AEMF pour le droit financier. Donc, rapidement, je vais évoquer ces différentes méthodes d'interprétation. A priori, selon moi, il n'y a que la première qui est absolument certaine et qui va nous offrir des points d'explication et d'articulation, c'est la hiérarchie des normes. Parce qu'on a une difficulté avec tous les textes que j'ai cités dans la mesure où ils ont la même valeur. En revanche, lorsqu'il va y avoir un conflit potentiel avec le droit primaire, avec le TUE, le TFUE ou la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne, eh bien là, c'est beaucoup plus simple. Je sais que les règlements et les directives vont devoir s'interpréter à l'aune de cette norme supérieure. C'était le cas dans l'arrêt de la CJUE Digital Rights Ireland, dans lequel la Cour de justice a annulé une directive en estimant que celle-ci portait une atteinte excessive au droit à la vie privée et que donc elle contrevenait aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et dans le point 65 de la décision, c'est expliqué assez clairement les raisons qui justifient la remise en cause de la directive, mais on n'en doutait pas, le droit primaire prime sur le droit dérivé, et donc la difficulté qu'on a, elle n'est pas vraiment sur ce terrain. Je ne maîtrise pas suffisamment ensuite d'autres questions de droit de l'Union européenne et de procédure européenne, on pourra peut-être en parler avec M. Sidbon pendant les débats, pour déterminer si le fondement juridique qui va permettre l'adoption de telle ou telle réglementation pourrait ensuite me donner un indice sur la manière dont je devrais les articuler. Mais comme le fondement juridique qui va être issu du droit primaire, je vais me retrouver sur la même difficulté, a priori elles ont toutes la même valeur, si ce n'est qu'éventuellement, peut-être que les libertés de circulation seront plus importantes parce que ce sont des piliers et qu'elles permettront éventuellement de déduire une forme de hiérarchie à l'intérieur de ces règles, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, ma connaissance du droit institutionnel européen ne me permet pas à ce stade de vous le confirmer. Donc là, c'est relativement simple, je sais à quoi m'en tenir. Ça va moins l'être avec les méthodes d'interprétation potentielles que je vais évoquer ensuite, qui ne sont pas impératives. Elles sont à la disposition de la Cour de justice ou des autorités de régulation qui peuvent décider de les mettre en œuvre, ou non, quand elles en ont envie, et donc ça ne me permet pas d'anticiper comment est-ce que celles-ci vont être envisagées à l'avenir. Là, j'irai très rapidement, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur le sujet ou de mise en œuvre. C'est le principe de la loi postérieure, avec l'idée que si le législateur a l'air de contredire une norme qui préexiste, c'est qu'a priori, eh bien, c'est son dernier avis qui doit être pris en compte, et que, par conséquent, le principe veut que l'on interprète la norme antérieure à l'aune de la norme postérieure. Sauf que c'est quand même faire abstraction du fait que
la règle qui interviendra après, celle du principe de spécialité. Tous les textes ne se valent pas parce que des textes ont un champ d'application qui est plus général. Il y a des réglementations qui sont sectorielles. Ce principe ne fonctionne pas. Et alors, là encore, c'est moi qui poserai une question à M. Silbon après. Pour que cette règle fonctionne, encore faudrait-il que lorsque le législateur adopte ces réglementations, il le fasse en conscience. Si j'identifie une contradiction potentielle, c'est une fiction de se dire que c'est l'état du droit actuel et qu'il a entendu revenir sur le principe qu'il avait énoncé avant, parce qu'il est tout à fait possible, je ne sais pas, que ni au Parlement, ni au Conseil, ni à la Commission, quelqu'un n'ait bien anticipé que dans tel règlement adopté il y a 10 ans, potentiellement, il y avait un risque de contradiction. Donc à vous écouter, j'ai compris que c'était quand même une préoccupation qui était importante. Mais entre en avoir conscience ou avoir identifié l'ensemble des points d'achoppement potentiels, c'est autre chose. Donc là encore, interpréter la volonté du législateur de cette manière, c'est sans doute lui attribuer une intention qu'il n'avait pas au moment où il a adopté le texte. Ensuite, autre règle d'interprétation qui, elle, est quand même plus simple à mettre en œuvre, c'est le principe de la loi spéciale. Lorsque j'ai une éventuelle contradiction entre un texte général et un texte spécial, je vais considérer que c'est le texte spécial qui prime. C'est le cas notamment concernant le RGPD et les autres textes qui abordent les données personnelles. Et là, on a de manière très explicite un avis de l'autorité européenne en matière de données personnelles, donc l'avis 5 2019 relatif aux interactions entre la directive vie privée et communication électronique. Et c'est particulièrement clair et éclairant. Lorsque des dispositions spécifiques régissent un traitement ou un ensemble de traitements particuliers, ces dispositions spécifiques devraient être appliquées lex specialis. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'aucune disposition spécifique ne régit un traitement ou un ensemble de traitements particuliers, la règle générale, lex generalis, sera appliquée. Donc, quand je veux articuler des textes généraux et spécifiques en matière de données personnelles, cette règle, elle fonctionne très bien. C'est un peu plus complexe pour les textes que j'aborde, parce que quand j'ai un texte sur l'IA qui, donc, vraisemblablement est le droit commun, la règle générale en matière d'IA, puis la règle générale en matière de plateforme et la règle générale en matière de données personnelles, là, je ne peux pas les articuler de cette manière. Au mieux, je vais à l'intérieur identifier que dans le règlement sur l'IA, les questions qui sont relatives aux données personnelles sont des règles spéciales qui doivent se conformer au RGPD. Et en même temps, je comprends souvent l'inverse parce que, puisque c'est sans préjudice de ce texte, ça me laisse penser qu'en fait, a priori, au contraire, les règles qui figurent dans le RIA relatives aux données personnelles ne sont pas des règles spéciales, ce sont des règles qui doivent s'interpréter à l'aune du texte général que serait le RGPD. Donc, cette règle, elle fonctionne bien quand je veux identifier une catégorie de règlements. Ça, c'est un règlement général, ça, c'est un règlement spécial qui est adopté dans le prolongement du précédent. Par contre, quand j'ai des textes qui ont l'air à peu près autonomes parce qu'ils ont chacun un objet distinct, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que je dois faire éventuellement, c'est aller rechercher à l'intérieur, dans les chapitres, dans les sections, éventuellement, cette articulation. Et donc là, encore une fois, rien n'est moins sûr. Surtout, cette règle, elle peut être mobilisée ou non. Ce n'est pas une règle d'airain qui trouve à s'appliquer systématiquement. Et donc, à charge de déterminer si telle directive ou tel règlement est bien une règle spéciale ou non. Parfois, c'est relativement évident. Les considérants vont nous permettre de le savoir et de nous renseigner. Parfois, ça ne l'est pas. Alors, soit parce qu'on ne l'a pas anticipé, soit parce qu'on n'a pas réussi à déterminer ou à se mettre d'accord sur le sujet. Enfin, ce qui me semble être en réalité le plus pertinent et ce qui sera effectué, c'est le principe d'interprétation conforme. Ça n'est pas ici des règles, attention, et les arrêts que j'évoque, d'interprétation et d'articulation des sources européennes. C'est la manière dont la Cour de justice impose aux États membres et aux juridictions nationales d'interpréter le droit de l'UE. Avec deux arrêts qui sont fondateurs en la matière. Le premier, Marlising en droit des affaires, le second, Pfeiffer en droit social, qui explique que il est nécessaire de donner un effet utile au droit de l'Union européenne et que donc les juridictions nationales doivent retenir une interprétation conforme au droit de l'UE. Interprétation conforme qui implique, au-delà de la lettre du texte, de prendre en compte son esprit, de prendre en compte l'approche téléologique pour pouvoir effectuer cette interprétation. Ce qui est relativement commode parce que si j'ai pas de certitude, je peux construire une règle d'interprétation parce que comme la Cour de justice elle-même va découvrir quel était le but qui était poursuivi par le législateur, ou alors elle va retenir une approche téléologique qui lui semble pertinente, eh bien ça permettra éventuellement de résoudre les éventuels conflits. Ça fonctionne assez facilement en raison du primauté du droit de l'Union européenne, ça fonctionne beaucoup moins naturellement pour des textes, encore une fois, qui ont une même valeur règlement et directive. Mais il pourrait y avoir cette idée, et c'est sans doute ce que fait la Cour de justice, là encore je ne peux pas vous l'assurer avec certitude, je ne suis pas plus allé. Déjà, on est sur des textes relativement contemporains, donc pour lesquels on n'a pas nécessairement de décision. Et puis, je ne pouvais pas aller prendre connaissance de toutes les décisions rendues sur l'ensemble de ces textes pour m'en assurer. C'est une intuition. L'idée est sans doute d'aller essayer d'interpréter, en cas d'éventuels conflits, contradictions, voire
perte d'effet utile des réglementations parce qu'elles vont produire cumulativement un effet distinct de l'effet qu'on aurait recherché à titre individuel, eh bien, compter sur cette interprétation conforme. Si l'objectif, c'est la protection des données personnelles et la protection de la vie privée, eh bien, ça devrait être la clé de lecture de l'interprétation des règles relatives aux données personnelles dans le DSA ou dans le règlement sur l'intelligence artificielle. De sorte que même si aucun des textes ne prime sur l'autre, l'idée n'est pas en réalité de faire primer une disposition sur une autre, mais d'essayer de rechercher une interprétation cohérente pour leur donner un sens à toutes, idéalement. Ça va fonctionner quand il n'y aura pas des contradictions qui seront immédiates et irréconciliables. Là encore, je pense qu'elles sont peu nombreuses, ces situations de contradiction, parce que les textes sont quand même plutôt bien faits. Quand ils ne savent pas, ils prennent pas trop de précautions, ils prennent quelques précautions, ils vont pas trop s'avancer. Je vais avoir cette formule sans préjudice d'eux. Débrouillez-vous ensuite avec pour pouvoir savoir comment exactement ce que vous allez en faire. Mais je ne dis pas qu'il y a des contradictions flagrantes au point qu'aujourd'hui, le débiteur de la norme ne sait pas comment s'exécuter. Il y a plutôt des incertitudes qui supposent soit de les tolérer, soit d'essayer de les dissiper en essayant d'établir la meilleure règle d'interprétation possible. Donc, le danger que je perçois ici, il est réel, mais il me semble être... il est possible de le contenir à partir du moment où la Cour de justice et les autorités de régulation fonctionnent de manière à peu près cohérente et qu'elles poursuivent un objectif qui est commun. La crainte ensuite, mais c'est sur quoi on reviendra plus tard, c'est la question de l'interrégulation, puisque si le danger est à peu près contenu dans les règlements et les directives, notamment parce qu'on a des mêmes autorités qui les adoptent, qu'en sera-t-il lorsque chacune des autorités de régulation elle-même interprétera son propre texte, si elle le fait sans prendre en considération les autres? L'existence d'autorités de régulation européennes, comme l'Autorité européenne de protection des données personnelles ou l'AEMF, permet une harmonisation, mais qui est, on va dire, verticale entre les autorités nationales et les autorités européennes. Sans doute qu'il serait nécessaire d'avoir une forme d'autorité commune qui va permettre une véritable interrégulation de manière à s'assurer que le droit souple qui sera produit par chacune d'entre elles ne se superpose pas ou ne se contredise pas. Et donc, pour conclure, le danger me semble réel, mais en pratique, il est possible de le contenir quand je m'en tiens simplement à ces aspects-là. Ma crainte, elle vient davantage de ce qui arrive ensuite, c'est-à-dire toute la régulation qui va naître de ces textes et qui va nous faire passer de 2300 pages à sans doute plus de 10 000. Et donc là, c'est une incertitude totale, puisque comme je ne vais pas prendre le temps d'aller lire l'ensemble de ces actes, je ne peux pas vous le dire. J'ai la crainte et le pressentiment qu'il peut y avoir des difficultés, mais je me demande si ce n'est pas encore pire de penser qu'il y a des contradictions potentielles sans qu'à aucun moment quelqu'un puisse m'assurer qu'il n'y en a pas parce que quelqu'un aura pris le temps d'aller lire l'intégralité de sa réglementation. Mais là, on n'est plus sur un problème d'interrégulation ou de régulation, on est simplement sur un problème d'inflation normative et la manière de peut-être résoudre le problème de l'interrégulation, c'est en partie en faisant un petit travail de mesure dans l'adoption des actes de droit de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.